Alors Alexandra, je voudrais qu'on aborde maintenant le sujet qui est un sujet délicat, notamment la monoparentalité, les parents séparés, euh, et peut-être justement un enfant qui peut être exposé à des violences éducatives ordinaires d'un côté, et de l'autre, un parent qui fait de son mieux pour justement protéger cet enfant. Le parent qui fait de son mieux et qui identifie des marques de présence de ces violences éducatives ordinaires est souvent dans une sorte de détresse empathique, avec une anxiété quasiment au quotidien. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais récupérer mon enfant? Donc comment faire en fait pour que ce parent vive mieux cette situation déjà. Alors attention, on parle pas de violence extrême, tout Mm. cela, parce que après on parle de quelque chose du point de vue juridique, hein. Dans ce cas-là, c'est la protection et la priorité, la protection de l'enfant. Là, on parle vraiment d'une exposition à des violences éducatives ordinaires, limite commune, si j'ai envie de dire. Alors c'est horrible de dire ça, mais genre des menaces, des punitions, des cris à répétition, aucune écoute Mhm. derrière, et puis peut-être même aussi de la carence affective alimentée par le fait qu'il n'y a pas d'attention de l'autre côté. Euh, et ben, j'imagine ce parent qui va accueillir son enfant qui revient d'une semaine de garde, un enfant qui va être peut-être éteint, ou alors voilà, qui va avoir besoin de décharger toutes ses émotions Oui. d'un coup, alors que le parent qui était resté là, qui a été anxieux toute la semaine, se retrouve devant ce débordement. C'est compliqué, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce type Oui. de parent, pour ce type de configuration, disons? Alors, effectivement, c'est très compliqué ces situations-là quand il n'y a pas de cohérence au final parentale. Et déjà, j'aimerais restituer aux parents qui s'occupent de son enfant du mieux qu'il peut, qu'il n'y est pour rien, Mhm. d'une part, que c'est pas à lui de porter le poids ni la Oui. culpabilité de l'autre parent qui a recours à des vélos, que il doit, c'est important qu'il ait conscience qu'il peut pas changer lui l'autre parent, il n'a pas ce pouvoir-là malheureusement, ça doit venir de l'autre parent. Et que oui, c'est très difficile ce qu'il vit parce que comme tu le dis très bien, c'est de l'anxiété. Donc moi déjà, premièrement, ce que je lui dirais à ce parent-là, c'est de prendre vraiment soin de lui. Parce que c'est un parent qui est dans un état de fragilité du fait de ce contexte-là. De prendre soin de lui, euh, de s'encourager, de continuer de faire de son mieux sans s'oublier et vraiment, moi j'invite vraiment ce parent à se dire mais je ne suis pas responsable de ce que l'autre parent fait à mon enfant. Ce n'est pas mon poids à porter. Ensuite, je lui dirais que c'est naturel que quand son enfant revient, il va décharger auprès de lui tout le stress emmagasiné quand il était avec son autre parent qui lui a recours à des violences éducatives ordinaires. Parce que étant le parent référent, le parent sécurisant, le parent sécure, l'enfant quand il rentre, il va décharger auprès de lui. Et dans ces cas de figure, ça peut être des décharges assez fortes, assez lourdes. Euh, Tu parles d'un enfant éteint quand il revient parce que sans doute qu'il a été dans un mode d'enfant soumis à une Mhm. autorité où les émotions n'ont pas leur place, où il a été coupé de ses émotions. Mais le fait qu'il puisse revenir vers une figure d'attachement suffisamment sécurisante, qui va comprendre que ces décharges, elles ne sont pas contre elle, mais Mhm. elles sont parce qu'il a besoin d'évacuer du stress qui a été emmagasiné, c'est déjà énorme et euh, c'est déjà un amour, c'est construire, c'est aller dans le sens d'un attachement sécure pour le futur, et c'est vraiment offrir un espace safe pour son enfant, et c'est déjà énorme, ce travail-là, pour les parents qui Ouais. le font. Et ça, on peut le faire, comme tu le disais, si on prend soin de soi, pardon, si on a aussi cette capacité à ne pas rester seul, à pouvoir appeler quelqu'un lorsqu'on se sent vraiment totalement dépassé par cette anxiété, à aller près d'un professionnel aussi pour trouver de l'apaisement. Oui, très important de trouver un professionnel formé et à l'écoute de cette problématique euh, pour prendre soin de soi. Parce que le parent, dans cette situation, il a énormément... Tous les parents ont besoin de prendre soin d'eux, bien sûr. Mais dans des situations telles que celle-ci, le parent, il a vraiment besoin d'aide, il a besoin d'être accompagné, de soutien, il a besoin d'un espace où lui aussi, il peut déverser les Mm. émotions qu'il emmagasine au final, puisque le parent, il y a l'enfant, mais il y a le parent aussi qui est soumis à du stress et à de l'anxiété. Euh, Oui. donc, un espace bienveillant où il va être accompagné et soutenu,
afin de pouvoir, quand il récupère son enfant, être au mieux pour voilà, l'accueillir, accueillir les émotions, les décharges, etc. Oui, puis remplir son réservoir affectif, hein, parce que le fait Oui, d'être écouté, le parent, ça lui fait du bien aussi, hein, de sentir cette solidarité et de sentir qu'il n'est pas seul. Donc c'est important parce que ce réservoir affectif, souvent chez les parents, il est troué. mm, Donc il a souvent, il est vide, on s'en rend pas compte. Donc on a parfois du mal, on comprend pas, on se sent pas bien, mais en fait ça vient de là. Et des fois même on exige quelques marques d'attention de l'enfant qui lui ne comprend pas bien parce que c'est peut-être pas le moment pour lui, alors que le parent pourrait déjà s'apporter cette bienveillance, cette écoute dans un premier temps et demander ce qu'on disait, c'est demander de l'aide oui, autour de lui pour différencier justement et pour pas qu'il y ait cette dépendance non plus de ce lien avec l'enfant, parce que l'enfant a ses propres besoins, le parent a ses propres besoins, tout à fait, et que voilà, il faut être à l'écoute de cela. Donc tout je à fait, pensais ouais. que donc cette notion de réservoir affectif est très très importante, et lorsque notre réservoir affectif est vraiment vide, on a vraiment du mal pour tout en fait, à se connecter avec empathie, à justement faire preuve de calme, et c'est là souvent où on est pris dans des réactions de stress parce qu'on se sent en danger en fait, clairement, et Mhm. la moindre petite étincelle va nous faire nous sentir vraiment très mal. Donc ça aussi, c'est un moyen de se dire, il en est où mon réservoir affectif personnel? Oui. Qu'est-ce que je peux faire comme petit geste aujourd'hui pour augmenter un peu ce niveau de réservoir affectif? Et tu peux nous en citer peut-être des rituels qu'on peut mettre en place du côté parent, lorsque l'enfant non plus n'est pas là, par exemple, tu vois, quand il est en garde chez son autre parent, comment on peut faire justement pour ça? Comment arriver à tenir en fait? Eh Alors bien, tenir bon, c'est un peu négatif comme version des choses, mais je sais que pour beaucoup de parents, c'est malheureusement ce qu'ils pensent, c'est-à-dire il faut que je tienne, quoi. hmm. Voilà. Alors, si le parent, il est dans cette pensée de il faut que je tienne, c'est qu'il y a vraiment une grosse souffrance. Parce que Hmm. le fait de se dire tenir, c'est quand même un mot Oui. assez fort. Donc, une souffrance, déjà, ne pas rester seul. Euh, Si c'est vraiment une souffrance très prenante, consulter, bien sûr. Et sinon, faire appel à ses amis, prendre soin de lui, essayer de faire des rencontres d'autres parents. Peut-être d'autres parents aussi qui vivent les mêmes situations, participer à des ateliers Hmm. ou voilà, tout ce qui peut faire du bien, des activités créatives, tout ce qui peut remplir au final, tout ce qui peut donner des hormones de bien-être, c'est prendre soin de soi. Oui. Ouais. Et se dire aussi que, parce que c'est un peu un cercle vicieux, éviter ce que tu disais, de se dire que tout le poids du bien-être de l'enfant est sur un seul parent, parce que ce parent va pratiquer la bienveillance éducative et justement être à l'écoute de ça. Mhm. Parce que c'est une charge mentale Oui, et une charge émotionnelle énorme énorme. que de se dire ça. Mhm. Et il faut savoir une chose, c'est que les enfants sont très résilients, très souples, et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir 100% de bienveillance éducative tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'attachement sécure, d'ailleurs, ça a été démontré, c'est un certain pourcentage, hein, où on doit être vraiment en connexion avec l'enfant, répondre à ses besoins, et pas toute la journée. Parce que sinon, ça serait pas possible, on pourrait même pas Mhm. dormir en fait, on serait toujours à l'écoute. Et oui, Donc c'est vraiment un certain pourcentage. Je me souviens plus de tête de combien de pourcentage il s'agit. On retrouvera l'information peut-être. Mais faire confiance, c'est déjà une étape importante. Faire confiance en l'enfant et se dire que moi je fais de mon mieux. Je lui donne de l'affection, je l'écoute. J'essaye de l'amener à verbaliser ce qu'il a connu la semaine précédente peut-être, mais sans y aller vraiment comme une injonction. Il faut que tu me parles. Je sais que ça a été difficile pour toi, parce que là, ça va vraiment enquister quelque chose. Mais plutôt y aller peut-être par le jeu libre, voir un petit peu comment il s'amuse avec des petits personnages pour essayer de reproduire des scènes qui l'auront peut-être un peu choqué la semaine précédente, où il aurait eu besoin de parler. Donc l'accompagner juste par notre présence dans mhm. ce type de jeu libre, ça peut aider l'enfant. Donc c'est pour ça, je dis ça parce que beaucoup de parents déploient de l'énergie à foison, sont épuisés, Oui, justement pour essayer de rattraper ce qui n'a pas été oui, fait la semaine précédente. Ce n'est pas possible. On ne peut pas non. caler 2 semaines en une. Ce n'est pas possible. Ce qu'on peut faire, c'est juste faire de notre mieux dans l'instant présent et avoir confiance, nourrir cette confiance. Oui, nourrir cette confiance et puis se dire que les expériences de l'enfant, de toute façon, l'attachement il va se construire. Tout n'est pas avant 3 ans.
tout n'est pas figé dans la pierre Mhm. juste dans l'enfance. Les expériences de cet enfant, elles vont continuer, adolescent, avec ses amis, dans des clubs, je sais pas, de sport, peu importe, même une fois adulte, il va continuer de faire des expériences et son cerveau va continuer, hein, puisqu'il est en maturation jusqu'à environ 25 ans, il va continuer au final de faire des expériences et le parent n'est pas le seul responsable vraiment hein, de l'avenir de son enfant dans le sens si je suis pas parfait, déjà qu'il y a l'autre parent qui a recours à des VO, mais si moi en plus ça m'arrive d'avoir recours à des VO, des cris ou peu Ouais. importe, là c'est sûr mon enfant est Mhm. ça va mal Il est aller. Non, foutu, ça va mal aller. Ouais. non, Mhm. non, pas du tout, pas du tout. Euh, Ce qui est important vraiment, c'est de savoir que rien n'est figé dans le marbre. Vraiment, ça c'est ce que je dirais, Ouais. ce que je dis aux parents d'ailleurs. Rien n'est figé, rien n'est figé. Et tout ce que nous faisons avec eux crée une sorte de modélisation en eux. C'est-à-dire qu'en gros, même ces petits moments où je mettais une citation hier, pas plus tard qu'hier, sur le sujet, quand on va découper exactement la pomme comme notre enfant veut et qu'il remarque cela et il est content de pouvoir manger sa pomme parce qu'elle est découpée comme il aime qu'elle soit découpée. Et là, le parent a juste fait un geste différent de d'habitude, il a juste coupé, voilà. Mais en fait, c'est un acte d'amour. C'est-à-dire que l'enfant va aussi le percevoir comme ça. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que le parent, s'il le considère lui aussi comme un acte d'amour, il va pouvoir s'encourager en se disant, ben là, je suis en train de faire de mon mieux. Cet acte-là, qui a l'air anodin, de couper une pomme, ben, c'est un acte d'amour qui va venir répondre à ce besoin affectif de l'enfant, mais aussi répondre à cet altruisme chez l'adulte et finalement le rendre heureux. Je dis ça parce qu'on a un biais de négativité dans Mmh. le cerveau qui consiste à s'accrocher à toutes les expériences négatives et à les mémoriser. Donc si on en reste là toute la journée, ben en effet, toutes les expériences négatives, le cerveau va s'accrocher dessus, va les mémoriser, et on va se retrouver à la fin de la journée à être dans un état lamentable au niveau du moral. Alors que si on s'arrête quelques instants en se disant, ben, là ça s'est bien passé, je suis reconnaissante Oui, que ça soit bien cultiver la passé là. gratitude. C'est ça. Ouais. Et se le faire au fur et à mesure, ou le faire à la fin de la journée, avec les trois merci de la journée, avec son enfant aussi, on peut le faire, en Mmh. disant merci pour ce qui s'est passé. Oh, à un certain moment, les nuages sont partis et le soleil est apparu. Rien Oui. que ça, le fait d'avoir remarqué cet instant et d'en reparler le soir, ben, ça vient nous donner des émotions agréables et ça vient nous aider en termes de développement de l'optimisme aussi dans ce travail entre guillemets de parents qui est full time hein, donc et qui nécessite vraiment qu'on puisse s'encourager. La gratitude est un outil que je trouve vraiment exceptionnel. Oui, c'est un super outil qu'on peut transmettre à notre enfant aussi. Hein. Le soir, tu dis les trois merci, ou ça peut être même un seul merci, mais qu'est-ce qui t'a fait du bien dans la journée? Ouais, Rien que ça, en fait, voilà. C'est cultiver la gratitude, c'est se pencher sur le verre plein plutôt que sur le verre vide. Hein. c'est C'est ça. voilà, ça fait du bien, ça nourrit aussi le lien de partager ça avec son Oui. enfant. Mhm. Et ces micro moments d'amour aussi qu'on peut capter, je dis ça parce que bah, c'est aussi quelque chose qui a été étudié. C'est j'ai échangé un sourire avec quelqu'un, j'ai été écouté. Eh ben ça, on peut se permettre de dire, voilà, bah ouais, ça s'est produit, j'ai vécu ça, ça m'a fait du bien sur cet instant, et si j'y repense, ça va me refaire de nouveau du bien. Bon, en tant que parents séparés, on peut aussi utiliser les photos. Attention de ne pas sombrer dans la nostalgie et dans quelque chose de plus difficile à vivre, disons. Mais on peut se dire, voilà, là, dans ce moment-là, on était en pleine connexion avec mon enfant, on était en train de participer à une activité, et alimenter ce moment et se le remémorer pour refaire vivre ces émotions agréables. Ça peut nous permettre aussi de se retrouver dans cette configuration, notamment quand ils vont revenir de cette garde alternée peut-être, et qu'on soit vraiment dans cette configuration de connexion, de lien avec eux, parce qu'ils ont besoin de ça, de nous sentir prêts à être connectés à eux quand ils reviennent. Mhm. Même si Oui. eux sont pas encore tout à fait prêts parce ils ont peut-être vécu une autre expérience à côté, le temps qu'ils s'adaptent, mais savoir qu'on est apte à se connecter à eux Mhm. et qu'ils peuvent venir un peu comme bah, le principe du porte-avions, hein, de l'avion qui va pouvoir Totalement. justement. Oui, et puis c'est très sécurisant pour un enfant qui revient d'une semaine ou d'un temps chez son parent, qui est dans un style d'éducation plutôt autoritaire, et de revenir en sachant qu'il va avoir cet espace où il va pouvoir décharger, surtout s'il est petit, Oui, et où on va pas le brusquer ni le forcer s'il n'a pas envie de parler. Ça viendra petit à petit, où on va accueillir ses émotions, où l'autre parent ne va pas le prendre personnellement parce qu'il saura que
ce n'est pas du tout à son encontre. C'est juste qu'il a besoin de décharger tout ce qui s'est Oui, tout ce qui s'est emmagasiné comme stress. oui, Et c'est ça, c'est énorme, hein. C'est vraiment oui. énorme. Alors appelez-le comme vous voulez, sas de décompression, sas de Oui, calme et de sérénité. Donnez-lui un nom, faites-en un rituel que l'enfant vraiment ait de la joie dans le cœur quand ils se disent bah ouais, je vais revenir dimanche soir et je sais que je vais avoir ce rituel. oui, Ça peut être manger une pizza, ça peut complètement. être faire une danse, voilà. Mais vraiment, essayons de ritualiser ceci, c'est vraiment porteur. Et même pour l'adulte qui se dit dans la semaine qui peut être un peu découragé, se dire bon, ok, ben il va y avoir le rituel aussi qui arrive, on va se retrouver. Et ça se passe comme ça chaque semaine. Donc Mhm. nourrir comme ça ces émotions quand même agréables par rapport à ces instants de retrouvailles, du coup. Oui. Et j'ajouterais juste que c'est important aussi de ne pas dévaloriser l'autre parent Oui. auprès de son enfant, parce que l'autre parent, il a aussi son histoire, il est sans doute dans un schéma de répétition, c'est sans doute une personne qui voilà, a vécu des violences elle-même, Mhm. des VO, euh, et de ne pas, entre guillemets, cracher sur lui, parce que ça c'est très déstabilisant pour un enfant, ça impacte énormément son estime de lui, son amour de lui-même. Et si l'enfant pose des questions, alors peut-être qu'on en reparlera une autre fois, mais il y Oui. a des manières de répondre aux questions de l'enfant. Parce que quand l'enfant grandit, il va poser des questions. Ben, pourquoi papa ou maman m'a fait mal, ou Mhm. pourquoi est-ce qu'on me force à ceci ou à cela, etc. Oui. Remarque, quand il pose des questions, c'est bon signe. Ah, Ça veut dire qu'il n'est c'est pas bon dans signe, cette situation de soumission encore, et il n'est pas dans cette anesthésie émotionnelle. Ça veut dire qu'il est complètement. encore dans cet esprit Voilà. critique de dire, oh là là, mais ce que je vis, c'est pas normal en fait. Ouais, Ça dit non à ouais. l'intérieur de moi en fait. Complètement. Ça veut dire qu'en fait, il parle avec son parent en qui il a totalement confiance euh, et qu'il ose lui dire, lui confier ses craintes et ses peurs. Et ce qui est important, c'est non pas de les alimenter, Mhm. mais d'y répondre sans, avec bienveillance. Oui, Et j'irais même jusqu'à dire avec le plus de bienveillance possible vis-à-vis de l'autre parent, même si je sais que c'est difficile. oui, en faisant comprendre à l'enfant que bah, déjà, il n'est pas responsable non plus du comportement de son autre parent, tout comme les Mhm. séparations, hein. C'est important de pouvoir dire à Bien l'enfant, sûr. ce n'est pas ta faute Oui, si on se sépare. Et on t'aime, enfin, ton papa t'aime, ta oui. maman t'aime, ton autre maman t'aime, bref, en tout cas l'amour est toujours là, même s'il prend des formes différentes, bien sûr, Mhm. chez les parents. Donc c'est important aussi de pouvoir dire à l'enfant, c'est pas ta faute, quoi. Voilà. Mhm. Je suis là pour toi. C'est ça, je suis là pour toi et je serai toujours là pour toi. Oui. Et c'est bien de le rappeler parce que cet amour inconditionnel aussi, quand on parle d'amour inconditionnel, c'est donc non conditionné par les actes de l'enfant. Quoi que tu fasses, je t'aime. Oui. C'est la base de l'estime de soi, de la confiance en soi de l'enfant. Et c'est comme ça que plus tard, ben, il pourra prendre des initiatives, faire ce qui lui tient à cœur, avoir une carrière qui va lui plaire, plutôt que de se conformer ben, aux objectifs des autres, par exemple. Mais on Oui. en reparlera de tout ça Et puis à ne pas l'occasion. avoir peur de se tromper aussi. Oui, Ne pas avoir peur de faire une bêtise, entre guillemets. oui, exactement. D'ailleurs, en termes de bêtises, les parents considèrent avec beaucoup de culpabilité lorsqu'ils crient, ils se jugent énormément. Cette culpabilité qui a peut-être été alimentée d'ailleurs par une éducation qu'ils ont reçue qui était basée sur la culpabilité à outrance. Donc Mhm. c'est une culpabilité excessive et non pas saine, parce qu'à la base, la culpabilité, c'est un instrument social. Bien Ça nous sûr. permet de corriger nos erreurs pour rester dans le groupe social, dans notre groupe, connecté aux autres. Mais quand elle est excessive, ben, ça devient irrationnel. Et effectivement, là, on est bloqué parce que c'est trop fort émotionnellement. Ce que tu disais par rapport justement au droit à l'erreur et la culpabilité qui est inhérente au fait d'avoir conscience d'avoir fait une erreur, avoir conscience soi, hein, pas que quelqu'un nous dise ah c'est une erreur et que nous on comprenne pas que ce soit une erreur, mais le fait qu'on se dise j'ai crié et pour moi je me sens coupable parce que je connais peut-être les informations sur les effets des cris répétés, avec intensité, avec récurrence, etc. C'est aussi une chance de se dire je montre à mon enfant que je suis vulnérable et que je suis capable de faire des erreurs et de les réparer. Oui. Et donc dire à notre enfant, je suis désolé Oui. d'avoir crié ainsi. Et Mhm. je suis désolé, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors l'enfant va peut-être dire, j'ai eu peur, j'ai été surpris, puis j'ai ressenti de la colère. Mais aider l'enfant à verbaliser aussi ce qu'il ressent, et nous vraiment être dans cette approche de
de dire je suis désolé pour Oui. cela. Et d'ailleurs, un enfant qui arrive à dire à son parent, même sur le moment, quand son parent lui crie dessus, tu me fais peur, et ça m'est déjà Mm. arrivé à moi, Mm. voilà, d'être dépassée par le stress, hein, je suis Oui, aussi maman, et que mon enfant me dise, tu me fais peur, maman, et ça m'a calmée tout de suite. Parce que j'ai pris conscience que là, je faisais peur à mon enfant. Et c'était pas mon intention. Et donc, quand un enfant est capable de dire ça à son parent, c'est que vraiment, il est en confiance. C'est mm. que vraiment, il sait que il le verbalise, ça va être entendu et, euh, et ça va être accueilli et voilà, et ça va pas rester avec sa peur tout seul, quoi. Oui. Donc oui, accompagner, verbaliser. euh, Et ça, c'est possible que si on se donne aussi ce droit en tant qu'adulte d'exprimer nos émotions, voilà. d'accueillir justement les émotions de l'enfant et le nom de l'enfant, on en revient sur ce qu'on disait Mhm. plus tôt. Oui, et puis moi, ce que j'aime aussi beaucoup dire, c'est que qu'est-ce que j'apprends à mon enfant quand? C'est un exercice d'ailleurs que je recommande à tous les parents. Qu'est-ce que j'apprends à mon enfant quand je ne suis pas parfait ou parfaite? Je lui apprends que c'est ok de ne pas être parfait ou parfaite. Mm. Qu'est-ce que j'apprends à mon enfant si j'ai une réaction de stress et qu'après je viens réparer, j'apprends que ça arrive à tout le monde de merdouiller, mais et qu'après on peut réparer, Oui. en fait. Et ça c'est très important parce qu'il n'y a pas de parents parfaits, on ne le répète jamais assez. Et c'est pas le but de la parentalité positive, c'est vraiment de répondre aux besoins des parents et des enfants. Oui, c'est ça. Et faisons fi, ou en tout cas faisons le nécessaire pour cela, du jugement d'autrui. Bon, le jugement Oui, d'autrui a plus d'impact quand on a une propre estime de soi qui est plutôt défaillante, mais justement, peut-être que ça fait oui, partie du travail du parent, de oui, travailler sur sa propre estime de soi, complètement. Sur de son estime de revisiter son soi, enfance aussi, sur sa et confiance en soi. c'est ça. Et de Et s'apporter de ouais, l'amour, hein, c'est ce qu'on de se disait. donner de l'amour, d'être ancré. Alors pour conclure, est-ce que les violences éducatives rendent plus forts les enfants? La réponse est évidemment Non. au contraire, ça les fragilise. En revanche, ça va peut-être créer ces cercles, malheureusement, de reproduction de la violence. Un Mhm. enfant aura appris, en étant traité avec violence, qu'on peut résoudre les problèmes, justement, avec violence. Oui. Il y a aussi un point qu'on n'a pas forcément abordé, c'est cette peur du conflit, qui est parfois justement liée au traitement qu'on a eu lorsqu'on était enfant, et avec un dominant-dominé, et que le conflit, finalement, n'avait que un dominant et un dominé, donc quelqu'un qui avait tort et quelqu'un qui avait raison, alors qu'en réalité, un conflit peut être gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on peut trouver des solutions qui sont dans la satisfaction des besoins des uns et des autres, le terrain d'entente. Et à Mhm. partir du moment où on change de paradigme sur justement les conflits, ça nous permet, nous aussi, d'être moins stressés quand un enfant est en train de faire quelque chose qu'on déplore et de pas se dire je vais éviter le conflit. En fait, non, c'est pas un conflit en soi, c'est une recherche de solutions communes, en Oui, gros. tout à fait. Une recherche de solutions communes, une recherche de coopération au final, hein, parce Mm. que les enfants aiment coopérer hein, quand on leur laisse le choix aussi, plutôt que d'essayer de les soumettre. Voilà, ne pas rentrer dans des jeux de pouvoir avec un petit enfant en fait qui lui-même n'est même pas capable de mentaliser et de se dire je cherche à embêter mon parent quand il a deux Ouais, ans, 3 ans quoi. Enfin, ouais, exactement. Merci beaucoup, Alexandra. merci Jean-François À très bientôt. et puis à très bientôt.